Je suis d'accord avec Sarah si elle a souffert de ça. La question, qui est le pervers narcissique? C'est juste un gosse qui a pas ce qu'il veut en fait. Et Non. quand on est, ouais, si, et quand on s'oppose à toi, tu Non, pètes un mais plomb. Sarah, je suis pas. Donc là, elle lui dit en face et avec le sourire, t'es juste un gosse qui, quand il a pas ce qu'il veut, pète un plomb. Alors qu'en termes d'intensité vocale, elle a été beaucoup plus véhémente face à lui que lui a été véhément. J'en sais rien si un jour il pèterait les plombs. Beaucoup plus, ce qui est sûr, c'est que dans la scène, il était vachement dans la retenue, voire la sidération face à ce qui était en train de se passer. Et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais le sourire de Sarah, même si c'est quelque chose de très répandu, Sarah parle d'un événement qui a été douloureux pour tout le monde. Alors pourquoi y mettre le sourire? Il y a quelque chose dont j'ai la profonde conviction, c'est que quand au niveau émotionnel, il n'y a pas cet alignement entre la réalité de la sensation et ce qu'on essaye d'exprimer avec son visage, c'est souvent qu'émotionnellement, on se ment un petit peu à soi-même, on trahit son esprit. Il y a cette imposture émotionnelle ou ce non-alignement émotionnel et intellectuellement, généralement, ça ne suit pas en termes d'honnêteté avec soi-même ou avec les autres. Donc il y a vraiment des très grands sourires qui sont en fait des sourires de stress, mais qui malgré tout pourraient donner l'air d'être enjoués. Ouais, donc elle est en train de traiter un adulte d'enfant avec un grand sourire. Parce que moi, tu m'as dit des choses de toute ma vie entière, il n'y a personne qui m'a parlé comme ça. Je suis d'accord que Gustin n'est pas du tout parfait, mais à mon sens, il y a un souci de symétrie en termes d'éthique. C'est que Sarah aussi voulait exactement ce qu'elle voulait. Et il y a souvent ce truc-là, c'est comme l'égoïsme. Il faut être plutôt égoïste pour traiter l'autre d'égoïste. Parce que c'est quand on a l'impression qu'on pense pas assez à nous qu'on dit que l'autre pense trop à lui. Et là, c'est pareil, elle aurait voulu, elle, avoir raison sans être contestée, et elle reproche à Gustin d'avoir fait la même chose. Sarah, c'est une personne qui vous juge sans scrupule devant tout le monde pour essayer de vous rabaisser, vous faire passer pour le méchant. C'est une personne qui rit haut et fort avec tout le monde pour ensuite mieux vous planter le couteau dans le dos. C'est dur ce que vous dites ce soir. C'est dur, mais elle a été autant dure avec moi que ce que je lui dis. Je sais pas quoi penser, mais je suis d'accord avec Sarah si elle a souffert de ça. Pour moi, c'est vraiment une personne sans intérêt. On aurait dû sortir. Et donc voilà, elle exprime à quel point c'est dur pour elle d'avoir entendu certaines choses. Et à mon sens, en termes de catégorisation et de rabaissement et dévalorisation de l'entièreté d'une personne, elle est pourtant sans limite. Et en termes de violence psychologique, ça c'est quand même des types de propos archétypaux qui sont parmi les choses les plus intenses et notables. Donc quand Gustin disait que Sarah l'avait fait passer pour le méchant auprès d'autres personnes, c'est de ça dont il veut parler. C'est ça que Sarah ne voit pas beaucoup et continue de faire. Et encore une fois, je veux vraiment pas dire que Gustin est parfait, que Gustin a raison. Gustin, il a ses capacités à lui. Et je pense que Sarah est quelqu'un de très intelligent qui peut comprendre tout ça et probablement aborder le désaccord et la différence avec autrui avec plus de douceur et de tolérance. Il n'y a pas de cohabitation. La plage est suffisamment grande et la maison du jury final est suffisamment grande. On va se croiser, basta. Avec Sarah, à l'âge de guerre, elle ne sera jamais enterrée. Je vais rester éloigné d'elle. On n'a rien de plus à se dire. Alors complètement d'accord avec tout le monde que Gustin il a péché par individualisme à plusieurs moments de l'aventure, notamment lors des ambassadeurs où à cause de ça il s'est fait battre à plat de couture par Sofia. Il y a aussi pas mal de choix de stratégie. Le premier où il trahit tous les rouges pour se venger de la souffrance psychologique et affective qu'il a vécue parmi son groupe rouge. Et enfin, il y a le fameux moment où il n'a pas prévu Cassandre, qui a failli se faire éliminer à ce moment-là, quand toute l'équipe jaune a voté contre elle. Et qu'il a laissé croire à Cassandre, certes en ne mentant pas, mais simplement en disant non, moi j'ai pas voté contre toi, qu'il avait été hyper droit dans ses bottes et loyal avec Cassandre alors qu'il était au courant de sa future élimination et qu'il ne l'avait pas prévenu. Et puis enfin, lors de l'interview en conseil après les votes, lors de l'élimination de Sarah, même si c'est difficile de répondre très vite quand il est interviewé en essayant d'être clair, et même si c'est très différent de la campagne de dénigrement dont lui a fait l'objet sur la longueur sur le camp, c'est vrai que Gustin, certes a posteriori, a aussi catégorisé Sarah, a aussi mis Sarah dans une boîte de personnes qui nananana. Parce qu'il y a vraiment eu cette chose sur le temps long
où Sarah essayait vraiment de faire en sorte qu'un maximum de personnes du camp n'aiment pas Gustin et pensent du mal de Gustin. Et ça, c'est des phénomènes très violents quand on sait le besoin d'appartenance au groupe qui est ancestral chez nous. Et à la question de Gustin ou Sarah, qui est le pervers narcissique, la réponse est que personne ne peut en avoir aucune idée. De mon côté, je suis à peu près sûr qu'aucun des deux ne l'est. Mais je souhaite surtout nous inviter à regarder le monde un peu différemment qu'avec ces classifications. Il est clair que certaines personnes regroupent beaucoup de comportements de dominance et de trucage et que c'est très grave et très dangereux pour les personnes qui sont à leur contact. Mais en fait, l'immense majorité de ces comportements de souffrance psychologique relationnelle est plutôt due au fait que ces comportements, dont les principaux sont décrits dans cette chaîne, sont présents chez la plupart des êtres humains. Et donc, pour plus de bien-être dans nos collectifs, on pourrait avoir un regard moins focalisé sur le fait que tous les malheurs du monde seraient dus à des personnes archétypales, mais plutôt orienter notre regard sur les comportements qui sont les nôtres et qui, pour la plupart, sont transmis de génération en génération par l'éducation et les modèles que nous donnons à nos enfants. Retour sur le camp, mais voilà, c'est vrai que tout le monde déballe un petit peu son sac sur Gustin, notamment le fait que quand il faisait la nourriture ou qu'il partait à la recherche de nourriture, il avait tendance à se servir avant de distribuer les ressources pour tout le monde. Hier, je grillais les cocos, puis j'avais des petits bouts, tu vois, et je les avais étalés, viens vers moi. Viens, on se bouffe des petits bouts. Je fais, bah non, on va les partager avec tout le monde. Alors, il tourne la tête, puis 2 minutes après, non, mais les petits bouts, là, on peut les manger, viens, on se les partage. Non. Ah, mais hier après-midi, il m'a dit, viens, on va dans la forêt, on va manger le coco tous les deux. On était en haut dans la forêt. Il faisait ça tout le temps. Ah ouais, j'aime bien Jacques, c'est qu'il dit ouais, on était dans la forêt, il m'a dit viens, on mange des cocos. Ce qu'il ne précise pas, c'est qu'en fait, lui, il en a mangé avec. Trop bon. Je le garde. La preuve. Bon, peut-être qu'il l'a précisé, mais c'est pas au montage ici. Et les filles ont pas mal parlé d'observations qu'elles ont faites de Gustin. Je pense que le fait qu'il aimait la cuisine, c'était aussi lié au fait qu'il aimait grignoter un petit peu toute la journée et pas trop bouger d'autour du camp. Hugo qui décrit bien les choses. En fait, il est pas fait pour vivre en collectif. C'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais. Il est individualiste. C'est ça. C'est ça. Et là, Koh-Lanta, c'est de la collectivité. Ouais, Sophia, que j'adore d'ailleurs, a vraiment bien résumé les choses, quoi. Il est pas méchant, mais... Ce matin, j'entendais du monde critiquer Gustin. Bon, bah, c'est comme ça, à chaque fois que quelqu'un part, il y a tout qui est déballé. Apparemment, il trichait un petit peu sur la nourriture. Moi, je m'en suis pas aperçu. Certaines filles, et Jacques, parlent un peu trop des fois. Il faut tourner cette fois sa langue dans la bouche avant de parler, je pense. Gustin n'était pas apprécié par tous, mais moi, avec Ilyes, ça passait bien. Il nous a jamais trahi depuis le premier jour où il nous a dit qu'il nous suivait. Et c'est parti pour l'épreuve de confort, qui sera une épreuve de confort en équipe, au départ de laquelle il tire au sort 2 chefs d'équipe qui ensuite choisissent les membres de leur équipe. Attention, 3, 2, 1, go! C'est parti. Faut aller chercher un coffre dans la mer, le ramener en équipe. Il y a quelques obstacles et ensuite à l'intérieur du coffre, il y a des sacs de sable à réussir à lancer sur des plateformes. Quand toutes les plateformes ont leur sac, l'équipe a gagné. C'est gagné pour les héros! Bravo! Et c'est l'équipe Charlotte, Sophia, Ilyes, Jacques qui gagne cette épreuve de confort. Et je vous laisse profiter des cris de Jacques. C'est gagné pour les héros! Bravo! Mon Jacques, tu l'as vu, Ils vont aller rencontrer une famille, un petit village dans lequel ils récoltent du riz. Ils vont participer à tout ça. Et donc c'est l'équipe d'Hugo qui a perdu. On prend le temps d'accuser le coup et puis... On reste dans l'aventure, ok? Et on voit très vite, comme dans un rôle de leader naturel, qui cherche à remettre tout le monde direct dans le droit chemin et à les remotiver, leur dire c'est pas grave, on tourne la page et on se ressent. On prend le temps d'accuser le coup, on reste dans l'aventure. Aujourd'hui, on a été moins bon qu'eux. Demain, c'est un autre jour et on va rebondir. Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est là, on est les pieds dans le sable et on est dans les 8 derniers de cette saison. Juste, j'ai fait le Koh-Lanta à la légende sans gagner un seul confort. Zéro confort. Zéro confort. Et ça a été très dur, mais c'est ce qui m'a fait vivre l'expérience la plus folle que j'ai jamais vécue. C'est vrai qu'il n'avait pas gagné de confort hein, et qu'il avait passé la moitié de l'aventure sur l'île des Bannis. Et pour ceux qui ont gagné, moment un petit peu mémorable de ce séjour récompense de l'épreuve de confort avec Jacques qui apprend une chorégraphie à tout le village, toute la famille. En haut, en bas, et clap.
En haut, en bas, et je tourne. Et on tourne. Et je tourne. La danse est un langage universel. C'est touchant de voir ces enfants qui étaient trop heureux de danser avec nous et qui se sont donnés à fond, qui faisaient la chorégraphie parfaitement. C'était un moment hors du temps. L'épreuve d'immunité, épreuve de l'étoile, ils doivent chacun tenir comme une étoile, tenue entre deux planches avec les mains et les pieds. Et qui est-ce qui gagne ça? C'est... Attention. La victoire, elle est pour Jacques. C'est Jacques en duel final avec Cassandre. Ça s'est joué à vraiment peu. C'est son épisode. C'est parti pour le conseil. Et Hugo sort son collier. Oui, Denis. Et Cassandre, elle avait cherché un collier toute la journée pour le remercier de lui avoir donné à elle son collier la fois d'avant. Donc elle est hyper contente. J'ai envie de dire chapeau l'artiste. Bravo à toi. Grâce à ce collier, vous êtes intouchable. Tout de suite le dépouillement. Donc Hugo a son collier, mais les jaunes avaient quand même splitté leur voix entre Hugo et Cassandre. Donc ça a été surtout sur Cassandre, à égalité avec Ilyes. Donc deuxième tour. Et là, tous les votes des jaunes se reportent contre Cassandre. 3 voix Ilyes, 3 voix Cassandre. Donc c'est fini. Il reste 2 bulletins. Cassandre. Prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Au revoir Cassandre et rendez-vous au dernier conseil. Au revoir, courage à tous. Courage fort. Elle va pouvoir se retrouver dans la super ambiance de la résidence du jury final. La semaine prochaine, prochaine c'est la dernière ligne droite. Les cœurs s'emballent. Il y a pas mal de pleurs, ça va sûrement être l'épreuve avec les proches qui viennent. Et les éléments se déchaînent. Ça a été la pire nuit de mon Et une bonne grosse tempête. aventure là. Alors qui remportera le dernier totem et accédera directement à l'orientation? Eh ben je sais pas Denis, je sais pas. Go! Qui, à contrario, verra son rêve brisé net? Celui qui perd aujourd'hui est éliminé. Et qui échouera aux portes de la finale? À la semaine prochaine.